Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. 20h12, merci de passer votre début de samedi soir avec nous. Je suis en compagnie de Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonsoir Gilles. Bonsoir Guillaume. Et enchanté. Hier, c'était Elliot Maman qui est avec nous. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Que je rencontrais pour la première fois. Et ce soir, c'est vous, cher Gilles. Donc, soyez le bienvenu dans ce studio d'Europe 1 Soir Week-end. Alors, avec Gilles et Elliot, on reçoit ensemble David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, monsieur Rigoulet-Rose. Merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Intéressons-nous à la bande de Gaza, qu'Israël, par la voix de son Premier ministre, souhaite contrôler. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence. Plusieurs pays, parmi les 15 qui composent le Conseil de sécurité, ont réclamé ce rendez-vous suite à cette annonce de Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est pour la forme, ce rendez-vous, ou réellement, selon vous, il peut y avoir du fond ? En tout cas, il y a incontestablement un mouvement de fond qui se manifeste. La réunion a été effectivement demandée par un des membres du Conseil de sécurité, en l'occurrence au Royaume-Uni, qui a ces derniers jours marqué une position beaucoup plus nette vis-à-vis d'Israël, ce qui était attendu d'ailleurs de la part du président Macron dans la dynamique qu'il a initiée pour une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien. Mais de toute façon, parmi les 15 membres du Conseil de sécurité, il y en avait beaucoup qui voulaient cette réunion. Et le secrétaire général Antonio Guterres a fait valoir qu'il y avait une escalade dangereuse qui risquait effectivement d'amplifier le désastre humanitaire. Il y a la prise de conscience de quelque chose qui relève d'une fuite en avant de la part du gouvernement israélien, puisqu'il y a au niveau international, par-delà les sensibilités, il y a un consensus qui commence à émerger sur le fait que il y a un problème, manifestement, dans la stratégie développée par le gouvernement israélien par rapport à la bande de Gaza, et que ça constitue une impasse très très dangereuse. Alors surtout qu'on a l'ONU qui exige de stopper immédiatement le plan israélien de contrôle militaire de l'enclave palestinienne. Entre exiger et obtenir, je suppose qu'il y a un monde, un grand gap, ou est-ce que c'est possible sous certaines formes? Est-ce que Benjamin Netanyahou pourrait entendre peut-être quelques voix qui s'élèvent face à lui? Non, sur le plan mécanique, dans de la mécanique onusienne, de toute façon, il y aura toujours un veto américain. Donc au Conseil de sécurité, pour qu'il y ait une résolution contraignante contre un État qui est stigmatisé, il faut qu'il y ait une unanimité, ou en tout cas pas de veto des membres du Conseil de sécurité. On sait très bien que les États-Unis, de toute façon, feront jouer leur veto, mais l'enjeu est ailleurs. C'est plutôt ça traduit un isolement croissant, et ça pose aussi un problème à Donald Trump, puisque l'isolement d'Israël se répercute aussi sur Donald Trump, même si en apparence il n'en tient pas compte, ça constitue quand même un problème pour lui. Oui, parce que Donald Trump, partenaire historique bien évidemment de l'État hébreu, enfin pas Donald Trump mais les États-Unis, Donald Trump a forcément été consulté, forcément il est au courant. Pour l'instant, il approuve. Alors, on va dire que c'est un accord implicite à l'opération, qui vraisemblablement est motivé de la part de Donald Trump par le fait qu'il a acté l'impasse de la logique de négociation pour la libération des otages, et qu'il a imputé l'échec du processus au Hamas. Et donc c'est ce qui expliquerait qu'effectivement il est validé, on va dire par défaut, l'option présentée par le gouvernement Netanyahou, même s'il prend soin simultanément de montrer qu'il est très sensible à la question humanitaire, en disant qu'il fait tout pour améliorer la situation militaire, et que ça a d'ailleurs donné lieu à une conversation assez houleuse avec le Premier ministre qui niait le risque de famine. Il lui a fait valoir que c'était pas une fake news, que c'est une réalité. Mais évidemment, Donald Trump est aussi piégé par son alliance, par son soutien inconditionnel jusqu'à présent vis-à-vis du Premier ministre israélien, et donc c'est un jeu de contradiction permanent. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions géopolitiques et stratégiques, est avec nous ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Gilles Boutin a une question pour vous, monsieur Rigoulet-Rose. Oui, bonsoir David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Vous avez évoqué le terme de fuite en avant. C'est vrai qu'on entend parler assez souvent de cette expression, mais Benjamin Netanyahou ne me donne pas le sentiment d'être dans une fuite en avant. Il a l'air de savoir où il va. J'entends par là que, compte tenu du bilan chez les civils,
du nombre d'otages qui sont déjà morts et de ceux dont on suppose qu'ils sont morts en détention. Compte tenu également du fait que le Hamas est encore partiellement debout. Considérez-vous que il soit réellement dans une forme d'improvisation, ou alors est-ce qu'il a des objectifs qui sont précis? Et je voudrais savoir quelle est, selon vous, dans quelle logique Benyamin Netanyahou inscrit-il cette action qui, d'un point de vue extérieur, peut sembler désespérée ou dans un déni total. Mais rationnellement, quels sont ses objectifs? C'est tout le problème. Il y a une forme de déni sur la réalité. Et d'ailleurs, on l'a vu puisque les critiques sont pas uniquement internationales. Elles sont très fortes en interne, de la part des plus grands décideurs de l'établissement militaire, au premier rang desquels son propre chef d'état-major, qui n'était pas favorable à cette option. Alors, en réalité, non, il sait pas forcément où il va. Il a depuis le début deux objectifs affichés qu'il n'a pas pu remplir, en l'occurrence l'éradication du Hamas et la libération de tous les otages. Aucun de ces deux objectifs déclarés n'a été rempli. Donc, effectivement, faute d'y être parvenu, il considère que c'est parce que, on va dire, l'intervention était insuffisante. Donc, il y a une logique de fuite en avant qui est favorisée par ailleurs par deux ministres d'extrême droite, en l'occurrence Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui le poussent à aller plus loin, alors que lui n'a pas forcément envie. Et on voit le flou, en réalité. Et c'est ce qui inquiète tous les décideurs, les anciens responsables israéliens, militaires et civils, c'est qu'on a l'impression qu'ils naviguent un peu à vue, en réalité. Et le flou, d'ailleurs, est perceptible dans les déclarations qu'il a évoquées, quand il parle d'une éventuelle, très hypothétique force arabe, sans mentionner les pays qui seraient concernés. Et on voit très difficilement quel pays serait d'accord pour cautionner ce type d'opération, alors même qu'il la condamne par principe. Donc il y a un flou, et notamment sur le jour d'après, puisqu'il ne veut pas une gouvernance du Hamas, ce qui est, alors pour le coup, logique, mais il veut pas non plus une alternative qui serait incarnée par l'autorité palestinienne. Il veut une supposée gouvernance civile, mais on ne sait pas laquelle. Lui-même, d'ailleurs, ne le sait pas forcément. Et il n'acte pas une réoccupation-annexion, comme le souhaitent ses deux ministres. Donc, en réalité, il y a une grande confusion, et c'est cette confusion, d'ailleurs, qui a été stigmatisée par son chef d'état-major. Alors, la France, elle, de son côté, mais aussi le Canada, sont contre le contrôle de l'enclave palestinienne par Israël. La France l'a fait savoir par le Quai d'Orsay. Londres qui considère que ce plan, pour sa part, est une erreur. Moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ces mots. Pourquoi les mots ont leur importance? Nous, on annonce, la France en tout cas, est contre le contrôle. Londres parle d'une erreur. Entre se dire opposé comme la France et le Canada, ou seulement de constater une erreur comme Londres, c'est quoi la différence dans le vocabulaire? C'est le reflet des nuances de positionnement. Sur le fond, il y a une... Mais diplomatiquement, il y en a un sens qui est peut-être plus engagé que l'autre, quand même, forcément. Oui. De toute façon, au niveau canadien, il y a un durcissement du discours qui est très net, puisque les Canadiens se sont engagés notamment à travailler sur la solution à deux États dans le cadre de la dynamique initiée par le président Macron. La position de Londres était un peu plus compliquée, même si elle est en train d'évoluer, parce qu'il y a évidemment la proximité historique avec Washington. C'est le fameux lien entre la relation privilégiée, effectivement, transatlantique, mais on voit bien aussi qu'il y a un repositionnement du Royaume-Uni. Et puis il y a un cas qui est tout à fait significatif et qui pose d'ailleurs un problème à Benjamin Netanyahou, c'est l'Allemagne, qui pour des raisons historiques évidentes est un allié quasi indéfectible de l'État d'Israël. L'Allemagne qui a décidé d'arrêter d'envoyer des armes à Israël tant que absolument. Alors on peut d'occuper le territoire. Voilà. On peut penser que c'est anodin, mais ça ne l'est pas dans la position de l'Allemagne, justement. Parce que ça veut dire que c'est un marqueur plus fort. L'Allemagne qui est le partenaire majeur, justement, de l'Union européenne avec Israël. Oui, et notamment qui est celui qui freine éventuellement une remise en cause de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël. Mais on voit bien que même du côté de l'Allemagne, la question à deux États a été effectivement mise sur la table par le nouveau ministre des Affaires étrangères. Donc il y a effectivement au niveau des Européens des nuances qui sont très sensibles, mais en même temps on voit qu'il y a clairement une volonté de signifier à Benjamin Netanyahou que on ne validera pas une politique du fait accompli. 20h22, Europe 1 Soir Week-end. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient, répond à nos questions ce soir dans Europe 1 Soir. Nous parlons bien évidemment de ce qui est en train de se jouer dans la bande de Gaza. Gilles Boutin a une question pour vous. Oui, vous le disiez, Benyamin Netanyahou perd ses soutiens progressivement.
Il est autant critiqué à l'extérieur qu'à l'intérieur, et pourtant, il est toujours aux commandes de son pays. Au plan de la démocratie interne d'Israël, qu'est-ce qui pourrait remettre en cause son leadership ? Si sa coalition tombait, exclusivement, puisqu'il y a une logique parlementaire avec un scrutin proportionnel intégral, donc qui fait que le gouvernement qui est en place est le reflet d'une majorité de la Knesset. Il se trouve qu'il a réussi à mettre en place une coalition avec 13 députés de l'extrême droite, et il est tenu évidemment par les deux ministres en question qui le menacent systématiquement de faire tomber la coalition si ils mettaient en cause un certain nombre de leurs desiderata. Il se trouve que le Premier ministre est un animal politique, il sait gérer, mais en réalité, il gère en fonction des écueils qui se présentent. On l'a vu il y a quelques semaines où il a failli tomber justement sur la question des ultra-orthodoxes et du service militaire dans l'armée, justement, dont ils sont exemptés. Il a négocié au dernier moment parce qu'il y avait la perspective de l'opération contre l'Iran, mais à chaque fois, c'est en urgence, en réalité, qu'il arrive à se rétablir, mais en tout cas sa situation fait que malgré tout il est très très dépendant effectivement des contraintes de sa coalition. Si d'aventure elle tombait, les cartes pourraient être rebattues, mais elle serait rebattue effectivement à son détriment, et il serait exposé à ce moment-là à la nécessité de rendre des comptes à la fois politiquement parlant et judiciairement parlant. Monsieur Rigoulet-Rose, Elliot Maman a une question pour vous. Oui, on vient de parler des contraintes qui pouvaient peser sur Benyamin Netanyahou. À l'inverse, Donald Trump, sachant que les États-Unis sont un allié militaire absolument essentiel à l'État hébreu, Donald Trump a-t-il lui aussi connu certaines tergiversations du fait des divisions que le camp MAGA peut avoir sur la question israélienne? On a notamment vu Marjorie Taylor Greene et Steve Bannon, qui ne sont quand même pas des noms anodins dans cette aile-là de la droite américaine, avoir des propos extrêmement violents à l'encontre d'Israël ces derniers jours. Est-ce que vous pensez que cela a pu avoir un facteur dans la position plus ou moins critique que Donald Trump a soudainement très vocalement adoptée quant à la situation humanitaire dans la bande de Gaza? C'est vraisemblable que ça a pu jouer, parce que, et ça inquiète d'ailleurs le Premier ministre israélien, de constater qu'il n'y a pas, on va dire, une solidité intangible de cette base MAGA, justement dans la nouvelle administration. Il y a c'est plus que des nuances, effectivement, même si historiquement il y a un soutien de Washington à l'État hébreu. Il y a dans la base MAGA, les personnalités que vous évoquez, effectivement, il y a le souhait de prendre la distance vis-à-vis d'une situation qui serait susceptible de ne pas correspondre aux intérêts nationaux américains. Et donc pour Donald Trump, il est obligé d'en tenir compte. Il en a déjà tenu compte précédemment lors de l'opération sur l'Iran, qu'il a voulu circonscrite, même si elle a été très importante sur le plan opérationnel. Mais il ne voulait surtout pas se lancer dans une nouvelle guerre, puisqu'il avait été élu sur le fait que justement il était celui qui arrêtait les guerres. On voit tous les efforts qu'il fait sur d'autres théâtres, que ce soit l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, et donc par rapport à sa base MAGA, oui, il y a quelque chose qui émerge aujourd'hui et qui est susceptible de lui poser un problème. On mesurera l'étendue de cette sensibilité lors des midterms prochains. David Rigoulet-Rose, j'en reviens justement à ces 2 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. D'après l'ONU, un déplacement massif pourrait être organisé. Dans son idée, Benjamin Netanyahou pourrait penser faire quoi justement de cette population de Gazaouis sur place? C'est le vrai problème. C'est d'ailleurs ce que le chef d'état-major a souligné crûment lors de la réunion du Conseil de sécurité qui a duré 10 heures. Il a dit d'ailleurs, en s'adressant aux deux ministres d'extrême droite, notamment Itamar Ben-Gvir, il n'y a pas de solution humanitaire pour déplacer comme ça 1 million de personnes si l'ordre est donné à Tsahal de le faire. Vu l'étendue du désastre humanitaire qui prévaut déjà, c'est du point de vue de Tsahal, logistiquement, humainement et juridiquement ingérable. C'est bien pour ça justement que le chef de Tsahal n'a pas manqué de rendre public. Mais là, actuellement, qui serait capable de pouvoir reprendre en charge ces problèmes humanitaires pour pouvoir gérer cet afflux de personnes?
Personne, justement. C'est Parce ça que Benjamin Netanyahu explique que son pays ne veut ni gouverner, ni garder le territoire de Gaza. L'idée serait de transférer le contrôle du territoire à une instance dirigeante temporaire, sans en expliquer plus que ça. C'est ça le problème. Si on ne sait pas encore qui, moi j'aimerais savoir, historiquement, c'est quoi les structures de gouvernance internationale qui sont capables, ou alors peut-être régionales, qui sont capables de pouvoir gérer ce genre de vie, puisqu'on parle quand même de 2 millions de personnes. Pour l'instant, c'est une situation totalement inédite. Donc, personne n'est capable de le faire actuellement, ou il y a des entités qui sont capables? Il faudrait que de toute façon, il y ait une situation de stabilité, de fin de combat, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est le plan annonce justement un investissement sur la totalité de l'enclave avec des combats et le déplacement de 1 million notamment de Gazaville, de Gaza City au nord, vers le sud, vers la zone d'Al-Mawassi, y compris les camps du centre avec Der El-Baleh et Nuseirat. Donc on voit très bien que ça va être rapidement ingérable, alors même que la situation ne l'est déjà pas. C'est pour ça qu'il y avait un plan alternatif du chef de Tsahal, Yad Zamir, qui proposait plutôt des opérations d'encerclement, de raids ciblés, pour éviter de se retrouver dans une logique, effectivement, dans une logistique qui n'est pas possible alors même que des combats sont censés se dérouler. C'est là où j'évoquais le fait qu'il y a quand même un flou et en termes une absence de vision stratégique de sous-jacente au plan. Ce qui n'est pas le cas justement des ministres d'extrême droite, parce que eux ont réclamé lors des négociations justement des 10 heures de discussion, ils ont voté contre des clauses qui, parce qu'elles ne mentionnaient pas explicitement l'encouragement à l'exil des Palestiniens ni l'annexion du territoire. Et on voit que, à contrario, le Premier ministre a pris soin justement de ne pas s'engager sur cette voie, parce qu'il n'en a pas envie, même si il est obligé de donner gage à ses 2 ministres. Une toute dernière question, Gilles Boutin. Oui, sur les perspectives de paix, si tant est qu'on puisse les identifier. Emmanuel Macron a dit qu'il soutiendrait, qu'il validerait la solution à 2 États, qu'il reconnaîtrait l'État palestinien. Est-ce un vœu pieux ou se dirige-t-on vers une guerre éternelle? Pour l'instant, il y a effectivement une logique de guerre qui s'impose sur le terrain. David Rigoulet-Rose, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous avez encore quelques minutes à nous accorder? Oui. Parce que là, on a le journal de 20h30, il y en a pour 2 minutes, on se retrouve dans 2 minutes pour répondre à la question de Gilles Boutin, ok? À tout de suite sur Europe. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Et avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRI, spécialiste des questions géopolitiques et stratégiques, on termine ensemble notre entretien par rapport à ce qui se joue actuellement dans la bande de Gaza. Gilles Boutin, vous posez une question juste avant les infos de Maël. Oui, je voulais rappeler que Emmanuel Macron a indiqué qu'il reconnaîtrait l'État de Palestine. Il a emmené derrière lui plusieurs autres États occidentaux qui ont ainsi exercé une pression sur Israël. Pour autant, qui pourrait prendre la tête d'un tel État, ce qui m'amène donc à émettre ce doute. La reconnaissance d'un État, cette solution à 2 États est-elle un vœu pieux, et s'oriente-t-on en définitive vers une guerre perpétuelle? Non, c'est pas cette annonce qui avait été faite par le président Macron via les réseaux sociaux d'ailleurs. C'était fait dans un contexte d'urgence qui était à la fois une réponse à la situation, à la tragédie humanitaire qui prévaut dans l'enclave, mais aussi au vote de la Knesset qui venait d'avoir lieu. Qui était une motion, qui n'était pas une loi, mais qui était une motion programmatique annonçant une future souveraineté avec une annexion potentielle de la Cisjordanie, qualifiée de Judée-Samarie par les sionistes religieux. Donc c'était en réalité pour prendre date. Alors évidemment, on va dire que tout ça est purement symbolique, mais c'est pas symbolique, ce sont des marqueurs forts, parce que d'ailleurs ça a initié une dynamique générale que pour certains n'attendaient pas. Avec beaucoup de pays qui ont décidé de s'engager absolument dans le soutien à cette solution à 2 États qui, sur le terrain, apparaît de plus en plus difficile à réaliser. Mais l'enjeu est ailleurs. C'était pour signifier au gouvernement israélien qu'il n'y aurait pas, en tout état de cause, une validation d'une politique de fait accompli. Donc c'est là où c'est un marqueur fort, même si d'aucuns vont considérer que c'est purement symbolique. Ça ne l'est pas. Alors évidemment, on se pose la question après, dans le cas où cette solution à 2 États serait maintenue, serait préservée, on va dire, dont ne veut pas entendre parler évidemment le Premier ministre israélien.
ce serait quelle gouvernance? Et là, on retrouve la quadrature du cercle qui passe par une réforme attendue de l'autorité palestinienne qui, pour l'instant, n'est pas actualisée. Mais on voit bien qu'il s'agissait de prendre date, en réalité, par rapport à un risque prégnant sur l'impossibilité ou en tout cas sur la nécessité de préserver au moins cette option à 2 États. David Rigoulet-Rose, Elliot Maman voulait partager avec vous un commentaire. Oui, non, simplement, je pense en effet que sur le plan interne, la proposition de Benyamin Netanyahou n'est pas très bien motivée. D'abord, il faut quand même reconnaître que on parle à l'heure actuelle d'une opération qui pourrait s'étendre entre 5 et 6 mois, mais simplement évacuer l'intégralité des civils qui sont dans Gaza City, ça va déjà prendre énormément de temps et coûter énormément d'argent. Donc c'est déjà une première difficulté. Par ailleurs, l'étendue de cette opération militaire, s'agissant de Tsahal, qui est une armée de conscrits, qui est une armée de réservistes, aura tout de même des effets dévastateurs. D'abord sur le plan humain, parce qu'on a bien vu que dans cette espèce de guérilla urbaine, Tsahal ne pouvait pas déployer sa force matérielle qui fait sa supériorité, puisqu'on est véritablement dans un combat de rue où Tsahal a essuyé d'importantes pertes humaines depuis le 7 octobre, donc c'est tout de même quelque chose de préoccupant. Et par ailleurs, c'est également dévastateur pour l'économie israélienne qui, de fait, va perdre une fois encore un certain nombre de ses actifs qui seront envoyés au front. Mais simplement, je pense donc que sur le plan interne, ce n'est pas très bien motivé. Sur le plan géostratégique, je crois qu'il y a tout de même chronologiquement quelque chose de très réfléchi par le cabinet de guerre israélien. En effet, la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mois-ci, c'est une présidence tournante. Pour rappel, chaque mois, la présidence change et en ce moment, elle est effectuée par le Panama qui est l'un des rares pays latino-américains à entretenir d'excellentes relations avec Israël. Donc on comprend aussi que l'atmosphère peut être favorable. Vous partagez ce point de vue, monsieur Rigoulet-Rose ? Oui, alors en tout cas, incontestablement, il faut replacer, mettre en perspective par rapport au 7 octobre en réalité. Tout découle du 7 octobre. Et après, il y a effectivement des agendas qui se télescopent et qui sont pas toujours les mêmes. J'évoquais des disjonctions entre le Premier ministre et certains de ses ministres sur la réoccupation-annexion, alors que le Premier ministre ne la validerait pas. Et donc, effectivement, il y a un contexte général, mais en même temps, il y a un isolement croissant. Et cet isolement croissant, il est pour l'instant nié, mais il est quand même intégré dans les variables de la décision. Ce qui va peser le plus, de toute façon, ça sera le positionnement de Donald Trump. C'est lui qui sera déterminant pour la suite des événements. En sachant que vous évoquez le déplacement de la population, effectivement, il y a la date du 7 octobre qui n'est pas anodine, puisque le Premier ministre voudrait que le million de personnes de Gaza City soient évacuées avant justement la date du 7 octobre pour éventuellement l'instrumentaliser politiquement parlant. Mais après, il y aurait de toute façon une phase d'administration avec un grand point d'interrogation sur ces modalités. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir répondu à nos questions dans Europe 1 Soir Week-end. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions géopolitiques et stratégiques, comme vous avez pu nous le démontrer. Et également, je tiens à parler de votre livre « L'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments » chez l'Harmattan. Merci beaucoup à vous, monsieur Rigoulet-Rose. Merci beaucoup. Au revoir.